Merci de préférer Africa Today pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans un instant, les titres. Conakry abrite depuis ce mardi la 4e réunion conjointe scientifique de la plateforme THA. Durant 3 jours, les experts nationaux et étrangers tenteront de trouver des approches de solutions visant à considérablement éradiquer la maladie du sommeil. La coupe du bois réglementée en Guinée, les autorités sont revenues sur leur décision. Si la nouvelle est accueillie avec satisfaction chez les acteurs de la filière bois, cependant ils se heurtent à des difficultés telles que la rareté de la matière et les tracasseries dont ils font l'objet dans le transport des bois. 8 hommes de l'entourage de l'auteur de l'attentat qui a fait 86 morts à Nice ont été interpellés dans les Alpes-Maritimes et placés en garde à vue. Ils sont de nationalité française et marocaine. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le cadre de concertation interguinéen s'ouvre ce jeudi 22 septembre à Conakry sur invitation du ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation. L'opposition républicaine participera bel et bien à ces travaux, mais émet cependant ses critères de participation. On écoute Aboubakar Silla, le porte-parole de l'opposition, au sortir de sa plénière ce mardi. Nous avons dit que nous tenons à ce que le cadre de dialogue soit composé comme suit. D'un côté, l'opposition, la vraie, de l'autre, la mouvance présidentielle composée du gouvernement, du RPG et des partis qui lui sont alliés, avec un présidium dirigé par une personnalité consensuelle, reconnue pour ses qualités de médiateur, une personnalité neutre et impartiale évidemment, assistée de 2 facilitateurs qui seraient désignés par chacune des 2 parties. Nous avons également parlé de l'ordre du jour du dialogue. Nous avons estimé qu'à partir du moment où on va à un dialogue, l'ordre du jour ne devait pas être limité. Toutes les parties qui proposent un ordre du jour, qui reflètent leurs préoccupations, doivent être satisfaites parce que ces ordres du jour doivent être acceptés pour qu'on en débatte sans préjuger d'un accord possible ou non. Ainsi que l'on sache très bien qu'il y a une opposition qui est très connue, de par l'application des dispositions légales existantes aujourd'hui dans ce pays, et qu'il ne faudrait pas que le dialogue soit noyauté ou soit parasité par certaines entités qui viendraient s'aimer une certaine confusion au cours de ce dialogue. Par ailleurs, les leaders de l'opposition républicaine ne comptent pas aller à ces concertations politiques les mains vides. Ils ont déjà réfléchi de leur côté à un ordre du jour. Aboubakar Silla revient à nouveau au micro de Sayon Kourouma. Nous avons évidemment harmonisé nos positions par rapport aux différents thèmes qui vont être débattus au niveau de ce dialogue. Donc nous avons harmonisé nos positions et nous allons donc désigner tout prochainement une équipe de négociation qui va aller au dialogue muni justement des recommandations et des orientations que la plénière va lui faire. Il y a aussi 2 autres points de l'ordre du jour de ce dialogue que nous avons inscrits en tout cas au projet. C'est d'abord premièrement le prix du carburant et plus généralement la cherté de vie. Nous ne pouvons pas accepter que les Guinéens continuent à souffrir de cette façon, que les prix continuent à monter, que le pouvoir d'achat des populations s'effondre, du fait essentiellement de la mauvaise gouvernance et de la forte taxation qui est appliquée aux produits de première nécessité en ce qui concerne la fiscalité du pays. Et puis enfin, la libération des prisonniers politiques. Nous estimons que même si ce sont des prisonniers qui sont affublés de délits de droit commun, mais en réalité ils ont été interpellés, incarcérés dans le cadre de manifestations politiques et doivent être donc traités avec un statut spécial. C'est pour ça que nous allons demander à ce que cette question soit évoquée au niveau du dialogue politique. La rencontre entre le président de la République et le porte-parole de l'opposition continue de faire des grincements de dents au sein de cette faction politique. Si Aboubakar Silla jure que l'entretien avec le chef de l'État s'est tenu au nom de l'opposition, certains de ses pairs, eux, balayent d'un revers de la main ces déclarations et insistent que Aboubakar Silla s'est rendu à Sékou-Touréa au nom de son propre parti, l'UFC. Saloum Kondé. Une polémique née de la rencontre entre le chef de l'État et le porte-parole de l'opposition pourrait casser l'élan de solidarité des leaders de celle-ci. Aboubakar Silla a été reçu au palais présidentiel à titre personnel ou au nom des partis d'opposition. La réponse à cette question laisse perplexe d'autant plus qu'elle divise les principaux intéressés. Mais Aboubakar reste catégorique, l'audience ne s'est pas déroulée pour uniquement en son nom. Je ne suis pas parti là-bas pour discuter des problèmes personnels, mais pour discuter des problèmes qui concernent l'opposition et plus généralement la classe politique. Faux, rétorquent certains de ses collègues opposants.
Pour plusieurs d'entre eux, à l'image de Dr Ibrahima Sori Diallo d'Ibok, Aboubacar Sylla n'a œuvré que pour son parti, l'Union des forces du changement, UFC. M. Bakar Sylla est venu à Séotoria au nom de l'UFC, pas au nom de l'opposition. Il y a le chef de file d'abord qui est au-dessus de lui. Si le chef de file a reçu l'invitation à convoquer tous les leaders pour qu'on en discute, pourquoi Bakar Sylla ne peut pas parler? Furieux, Dr Ibrahima Sori Diallo demande des comptes à Bakar Sylla. Bakar Sylla est parti par une information, dire que je vais rencontrer le président. Ça ne nous engage pas du tout. Pour moi, il doit s'expliquer. Cette polémique insistante risquerait d'affaiblir l'opposition au sein de laquelle des frustrations sont souvent enregistrées. En témoigne le recul de Alpha Ibrahima Sylla, président du PGRP, qui brille actuellement par son absence aux réunions de celle-ci. Les cadres du système sanitaire guinéen et les partenaires techniques et financiers plus que déterminés dans la lutte contre la maladie du sommeil. D'où la tenue ce mardi à Conakry de la 4e réunion scientifique axée sur l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine. Cette plateforme de la THA vise à éradiquer cette maladie qui fait des victimes dans le littoral de la sous-région. Oumar Sow. D'après les statistiques en Afrique de l'Ouest, la Guinée est actuellement le pays le plus touché par la maladie du sommeil. Plus de 3 millions de personnes sont exposées au risque de la contracter, particulièrement sur le littoral. Selon les experts de cette pathologie, le vecteur majeur est la Glossina palpalis gambiensis. DNDi s'est consacré à trouver de nouveaux médicaments pour cette maladie pour faciliter l'accès au traitement des patients. Et on a consacré notre effort sur des molécules administrables par voie orale. Et à l'heure actuelle, on a 2 molécules, une qui est en phase d'essai clinique et on est en train de collecter l'ensemble des données pour pouvoir soumettre aux autorités les résultats fin de l'année prochaine. Durant ces 3 jours de travaux, ce groupe d'experts entend partager cette expérience afin de bien définir les molécules nécessaires pour traiter la trypanosomiase. Pour le coordinateur national du programme de lutte contre la THA en Guinée, compte tenu des multiples études menées dans le pays, il est temps de partager cette recherche avec les autres de la sous-région. Chaque année, la réunion est organisée, mais nous avons souhaité que cette réunion soit organisée en Guinée parce que la Guinée a quelque chose à vendre par rapport aux résultats que nous avons depuis 2005 jusqu'à maintenant. On a fait beaucoup de choses et nos résultats ont permis de faire avancer quand même la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en Guinée et dans le monde d'ailleurs. Le représentant du ministre de la Santé, vu l'impact de cette maladie sur la population, revient sur les biens fondés de la tenue de cette 4e réunion en Guinée. Je crois que c'est extrêmement important que cette réunion scientifique se tienne ici, avec un thème aussi important, parce que non seulement ça va sensibiliser la population, mais aussi les recherches, les discussions qui vont se faire vont permettre à notre corps médical, à nos responsables de la santé de prendre toutes les dispositions afin que ce mal, qui est un mal extrêmement important, soit éliminé de notre pays d'ici, comme on le dit, 2020. Au terme de ce séminaire, des campagnes de sensibilisation seront menées, et cela auprès des citoyens pour que chacun comprenne la dangerosité de la trypanosomiase, une maladie qui paraît banale aux yeux de certaines personnes. Le gouvernement guinéen vient de lever la sanction sur la coupure du bois, mais malgré cette décision, les vendeurs et menuisiers se plaignent. La rareté des chevrons, les tracasseries routières et autres facteurs néfastes les empêchent de mener à bien leurs activités. Un phénomène qui inquiète la corporation et les consommateurs de cette denrée. C'est un constat de notre reporter Moussa Sefa Kamara. Selon des vendeurs et syndicats du bois, cette levée de la suspension n'a eu d'abord aucun effet positif sur leur business. Flambée des prix, les surtaxes ou encore le transport sont de nos jours un sérieux problème pour la corporation. Ils sont en train de tromper la vigilance des gens, vu que les radios, télévisions, le bois est laissé. Non, le bois n'a pas laissé d'abord. Donc nous on a marre. Même son des cloches sur les syndicats. Le transport du bois de l'intérieur du pays pour Conakry nous coûte cher. Certains barrages ont payé 5 millions et d'autres 10 millions de francs guinéens. Quand ils font leurs calculs pour connaître leur intérêt avant de fixer le prix d'un chevron, donc toi le client, c'est à prendre ou à laisser. Une planche est vendue aujourd'hui de 80 à 100 000 francs guinéens, ce qu'on achetait à 20 000 par le passé. 100 000, 90 000. 20 000 francs.
Cette période d'arrêt de la coupe du bois n'a pas été profitable pour les vendeurs et acheteurs, réplique Alceni Camara du bureau communal de la filière bois de Matam. Mais la manière où le bois est livré, ça a de l'impact, à ce comprenez. Parce que avant, si on recevait le bois, on prenait le bois à 150 000 francs par mètre cube, aujourd'hui, ils ont multiplié à 2, donc c'est surtaxé. Donc ça, je crois que ça ne veut pas satisfaire la population. Vous comprenez? Parce que tout ce que nous allons faire, les vendeurs de bois, ça va retomber sur les consommateurs. En attendant que les choses ne reviennent à la normale, menuisiers et consommateurs de cette denrée continuent de tirer le diable par la queue. Dégradation des routes, on en parle encore, alors que la Direction nationale de l'entretien routier promet de trouver des solutions idoines à l'état des infrastructures routières, à l'image de la corniche sud de Madina, se détériore au jour le jour. Le constat avec Aïssata Fofana. De nos jours, il est difficile, voire très difficile, de circuler dans la capitale Conakry. Les chaussées, usées avec des trous béants et mares artificielles, constituent des obstacles pour les usagers. Pourtant, promesse avait été faite pour parer à de telles situations, mais hélas, pris au coup par les grandes pluies. Ce qui reste clair, nous n'allons pas rétablir entièrement la route parce qu'on est déjà en saison hivernale, mais tout ce qui fera pour ne pas que les gens puissent circuler librement, en tout cas je pense que nous allons traiter ces points critiques pour faciliter. Voilà. À la corniche sud de Madina par exemple, automobilistes, motards et camions se côtoient en longueur de journée. Mais au niveau des zones dégradées, la file s'allonge pour pouvoir accéder au passage. Un défi pour les autorités de tutelle qui, selon Saya Londé, s'emploient à trouver des voies et moyens pour dorénavant pérenniser les voiries. Ce qui est nouveau dans tout ce que nous faisons actuellement, c'est que c'est l'implication du laboratoire des travaux publics dans nos travaux. Donc, le laboratoire va maintenant prochainement, à partir même de la centrale de production du bitume, sera là avec la formule qu'il faut et voilà, la composition va être faite et elle va être soumise aux entreprises et les entreprises vont s'adapter à ça et voilà, ils vont produire maintenant le goudron conformément à cela. Un engagement qui reste verbal puisque sur le terrain, la réalité est tout autre. Les seuls efforts restent ceux des citoyens qui remplissent les nids de poules de cailloux en vue de faciliter la circulation. À Caen, la construction du pont sur la partie du fleuve Milo qui traverse la ville de Kérouané, la question se pose puisque le Parlement guinéen a voté depuis plus d'une année un accord de prêt avec la BAD pour la construction d'un pont sur cette partie. Sur le terrain, la traversée est un vrai parcours de combattants. Des usagers utilisent une barque non motorisée et des pirogues de fortune pour rejoindre l'autre côte de la route. Retour sur le calvaire avec ce grand reportage signé Kadiatou Korkadjan. Kérouané, nous sommes ici dans l'une des plus grandes zones aurifères et diamantifères du pays. Avec ses richesses plus ou moins exploitées, cette préfecture devrait pour beaucoup être l'une des plus aisées du pays. Pourtant, pauvreté et manque d'infrastructures, notamment routières, frappent de plein fouet les habitants de cette localité. La ville est traversée par le fleuve Milo qui coupe ainsi la route principale en deux. L'axe mène notamment à Banankoro, l'une des sous-préfectures les plus prisées du pays pour sa richesse de sous-sol. Pour la traverser, les usagers n'ont pas d'autre choix que d'utiliser cette barque ou des pirogues de fortune en bois fabriquées par les citoyens. La barque est le moyen qu'utilisent les nantis et les visiteurs. L'engin qui porte voitures, passagers et bagages ne possède pas de moteur depuis plus d'une décennie. Ces gestionnaires le font tourner manuellement. Depuis que nous sommes ici, il n'y a pas de moteur sur cette barque. Pourtant, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, Keïta joue le rôle de capitaine et fait tourner la barque. Il est employé par les autorités sous-préfectorales auxquelles reviennent les recettes qui tombent de 8h à 18h. Lui et son assistant se contentent alors de la clientèle qui vient entre 18h et minuit pour nourrir leur famille.
Mais le moment de galère pour ces hommes et les usagers est la période hivernale qui approche à grands pas. Quand le fleuve est plein, on arrête la barque, ça peut aller jusqu'à un mois. Du coup, les habitants de plus de 10 localités sont coupés de leur centre-ville où ils doivent habituellement se rendre 1 à 2 fois par jour. Makoya Kamara est aujourd'hui mère de famille. Depuis sa tendre enfance, elle traverse ce fleuve pour régler ses affaires. Cette femme, la soixantaine, fait partie de ceux qui ne peuvent pas s'offrir le luxe de la barque. Elle opte alors pour la seule option qui lui reste, la traversée en pirogue de fortune. Notre grand souci, c'est comment traverser ce fleuve. Pendant la saison pluvieuse, l'eau déborde. Si les piroguiers n'avaient pas pitié de nous, on n'allait pas. Dans ces pirogues qu'elle emprunte comme tous les villageois de son rang, engins roulants, bagages et personnes cohabitent. Les risques d'accident sont élevés, mais pour Makoya Kamara, l'heure n'est pas à la trouille. Je suis maintenant habituée, mais au début j'avais très peur. Entre ces villageois cultivateurs dans leur majorité et les piroguiers, il existe un contrat. Le service n'est pas payé sur le champ. Les factures sont réglées après les récoltes. Les familles qui vont au champ ne payent pas d'argent. Ils nous ont promis après la récolte du riz qu'ils nous donnent. À Kerouané, usagers de cette route et citoyens se demandent à quand la construction d'un pont sur ce axe. Surtout, depuis après le vote, il y a plus d'1 an, par l'Assemblée nationale, d'un accord de prêt avec la BAD pour la construction d'un pont à ce niveau. Les espoirs de voir ce rêve se réaliser se réduisent dans cette partie de la Guinée et les citoyens poursuivent leur calvaire. Plusieurs personnes de l'entourage de l'auteur de l'attentat à Nice ont été interpellées. Présenté comme ayant agi seul, Mohamed Lawesh Boulel aurait en réalité mûri son projet depuis plusieurs mois et aurait bénéficié de complicité. Regardez. Nouvelle vague d'interpellations dans la région niçoise. Ce mardi, 8 personnes ont été arrêtées du côté de Nice notamment. Des hommes de nationalité française et tunisienne. Des proches de Mohamed Lawesh, l'auteur du massacre du 14 juillet dernier sur la promenade des Anglais dans lequel 86 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées. Placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête de cet attentat revendiqué par le groupe État islamique, ils sont actuellement interrogés par les services de sécurité français sur leur lien présumé avec le terroriste de 31 ans. Présenté au départ comme ayant agi seul, Mohamed Lawesh aurait en réalité mûri son projet plusieurs mois avant les faits et aurait bénéficié de complicité selon le parquet de Paris qui pilote cette enquête antiterroriste. Il a notamment effectué plusieurs repérages avec son poids lourd de location quelques jours avant la fête nationale française. Alors qu'environ 30 000 personnes étaient rassemblées pour assister au feu d'artifice depuis le bord de mer, Mohamed Lawesh a foncé au volant de son camion sur la foule avant d'être abattu par les policiers. Dans cette affaire, déjà 6 personnes ont été mises en examen, poursuivies pour complicité d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. L'enquête a en effet mis en lumière leur présence aux côtés du tueur dans les jours ayant précédé le carnage. Le président Barack Obama rencontrera le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu demain à New York, quelques jours seulement après la conclusion d'un accord d'assistance militaire entre les deux pays alliés. Suivez. Ce sera sans doute la dernière rencontre entre Benjamin Netanyahu et Barack Obama. Une rencontre mercredi à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux dirigeants devraient s'entretenir sur la question du conflit israélo-palestinien, une occasion pour réaffirmer la volonté d'une solution à 2 États. Le Premier ministre Netanyahou s'entretiendra avec le président Obama des défis au Proche-Orient et des moyens pour faire progresser la paix et la sécurité. Cette rencontre intervient surtout quelques jours seulement après la signature d'un accord sur l'assistance militaire des États-Unis à Israël après des mois de négociations. Un accord qui prévoit une aide de 38 milliards de dollars. Barack Obama et Benjamin Netanyahou devraient donc s'afficher unis pour défendre ce traité critiqué aux États-Unis par les républicains, en Israël par l'opposition. Une unité quasi inédite, arrivés tous deux au pouvoir en 2009. Les relations entre le Premier ministre israélien et Barack Obama ont toujours été très froides, chacune de leurs rencontres étant précédée de tensions. La dernière réunion entre les deux dirigeants remonte à novembre 2015.
Comment s'affranchir du passé de ses parents ou grands-parents? C'est une question à laquelle les Allemands tentent de répondre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une association permet à certains descendants de nazis de réparer à leur manière les crimes de leurs aïeux. Regardez. Ils sont venus visiter les sites où leurs grands-parents et parents ont commis les pires atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est en brandissant des drapeaux israéliens qu'ils viennent demander pardon aux survivants. Car ils sont descendants de criminels nazis et participent à la marche de la vie. Cette marche, dédiée aux souvenirs et à la réconciliation, est destinée à lutter contre l'antisémitisme d'aujourd'hui, un mouvement fondé en 2007 par un pasteur de la ville de Tübingen en Allemagne. La vidéo de ces hommes et femmes qui chantent l'hymne national israélien a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. L'Allemagne a reconnu les erreurs commises, mais dans certaines familles ou même au sein du clergé, le sujet reste souvent tabou. Rendre ces histoires accessibles requiert encore beaucoup de travail. Le fait de se souvenir ne doit pas être quelque chose de théorique, mais quelque chose de visible et de tangible. Nous devons faire comprendre aux gens qu'avec le devoir de mémoire vient aussi une responsabilité envers le futur et envers l'État d'Israël. Barbel Pfeiffer n'avait jamais ressenti de connexion directe avec la Shoah. Elle avait vu des photos de son grand-père maternel en uniforme, mais les avait considérées comme faisant partie d'un chapitre déjà clos de l'histoire de son pays. Alors quand Jobst Bittner a encouragé sa congrégation à faire face aux méfaits de leurs ancêtres, elle a aussi commencé à poser des questions pour découvrir une vérité troublante. Son grand-père paternel, un ingénieur, a participé à la construction des chambres à gaz du camp d'extermination d'Auschwitz. En 2012, elle a fait le voyage pour la première fois à la rencontre des rescapés. Je voulais dire les mots que mon grand-père n'a jamais prononcés. Il n'a jamais demandé pardon. Quand il est revenu, il a imposé comme un voile de silence à toute la famille. Il leur a dit ce qu'il avait fait en ajoutant « Ne jamais parler de ceci à quiconque, personne ne doit savoir ». Et c'est comme ça que toute l'histoire est restée secrète. Pour les membres de la Marche de la Vie, c'est avant tout leur refus d'accepter le silence des ancêtres qui les différencie des autres Allemands. Mais reconnaître sa responsabilité a un coût et les autres membres de leur famille désapprouvent souvent leur démarche. Friedhelm Schmel a toujours entendu que son grand-père n'avait été qu'un gratte-papier, quelqu'un sans grande importance pendant la guerre. Pour lui, participer à ces marches n'est jamais chose facile. À chaque fois que je participe, le voile se lève toujours un peu plus. La dernière marche à laquelle j'ai participé, c'était à Auschwitz. Quand je me suis retrouvé sur cette fameuse rampe, c'est là que j'ai compris l'ampleur de ce que mon grand-père avait vraiment fait. Avant, je connaissais beaucoup de faits sur le sujet, mais c'est à cet endroit que tout est devenu clair. Mon grand-père a peut-être posé sa signature, peut-être est-il responsable du fait que 20 000 juifs se soient retrouvés ici. Aujourd'hui encore, beaucoup restent silencieux face à l'antisémitisme, mais les participants à la Marche de la Vie considèrent qu'il est de leur responsabilité de s'assurer qu'aucune Shoah ne puisse jamais être reproduite. Dernier élément pour finir ce journal, 4 jours de terrorisme sans répit en Israël et en Cisjordanie ce matin. Cela s'est passé à Hébron et le procédé est toujours le même, attaque à l'arme blanche. Regardez. Hébron, un nouveau théâtre des violences. Pas moins de 3 attentats ou tentatives d'attentats en 24 heures. Mardi matin, un Palestinien tentait de poignarder des soldats postés à l'entrée de la localité de Bani Naïm qui jouxte la ville de Hébron. Le terroriste a été abattu avant qu'il ne puisse blesser les forces de sécurité. Il s'agit d'un jeune homme de 16 ans, originaire du village. Lundi soir, des soldats israéliens qui effectuaient une patrouille à Hébron ont été attaqués au couteau par un habitant de la ville. L'individu a été rapidement maîtrisé sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Le terroriste a été arrêté et emmené pour interrogatoire. Aucun blessé n'est à déplorer. Plus tôt dans la journée, 2 Palestiniens armés de couteaux ont tenté de poignarder des membres d'une patrouille de la police des frontières israéliennes. Les officiers ont riposté immédiatement. Les 2 terroristes ont été abattus. L'attaque s'est produite à proximité du tombeau des patriarches, lieu saint pour les juifs, mais également pour les musulmans. Toujours en Cisjordanie, 2 soldats ont été légèrement blessés dans la nuit de lundi à mardi par des jets de pierre et de cocktails Molotov. L'attaque s'est produite dans le camp de Daïché, près de Bethléem. Les forces de sécurité cherchent les auteurs de l'attaque.
Un bus a également essuyé des jets de pierre lundi soir alors qu'il circulait près du quartier Vadijos à Jérusalem. Le chauffeur a été légèrement blessé. Les auteurs sont toujours recherchés. À Jérusalem, l'enquête se poursuit concernant l'attentat au couteau perpétré à l'entrée de la vieille ville près de la porte d'Hérode. 3 des frères du terroriste qui a poignardé 2 policiers ont été arrêtés. La policière grièvement blessée est toujours dans un état jugé critique. Conséquence de l'attentat, des commerces et des rues situées à proximité ont été fermés au public pendant plusieurs heures. C'est tout pour les infos du soir. Merci de l'attention. Au revoir.